from 109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdomadaire des Raptors, un hebdomadaire qui a un peu disparu ces derniers temps, je dois vous l'avouer. On a un petit peu tergiversé sur le fait de faire un grand format et on s'est dit que finalement le bilan de mi-saison allait arriver après la trade deadline. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, et on va en parler avec Alex qui est là, on va lui dire bonjour dans un petit instant, on a l'impression que les Raptors ne vont dans aucune direction puisque certains joueurs sont dans l'attente des transferts et je pense qu'on y verra plus clair après la deadline. C'est pour ça qu'on a décidé de repousser notre bilan à la mi-saison et puis du coup, il n'y a pas vraiment eu d'hebdo. Donc on y retourne pour cette semaine-là avec Alex de dinotalk.com de Raptors France. Salut Alex. Salut Mike, salut tout le monde. Alex, on va revenir déjà sur cette semaine. Une semaine que les Raptors ont terminé en 1-4. Ils sont dans un road trip qu'ils vont terminer également demain face aux Hornets. Une seule victoire face aux Bulls dans le road trip. Il y a un match contre les Hawks qui appartient à la semaine d'avant qu'ils ont perdu, mais de pas grand-chose, 125-126. Ça s'est joué à un rebond offensif, on va dire ça comme ça, à plusieurs rebonds offensifs puisqu'ils en ont eu des tonnes dans ce match-là. Les Raptors ont perdu 135-106 contre les Rockets, 135-127 après deux prolongations contre le Thunder et ils ont pris une raclée hier soir, 138-100 contre les Pelicans. Il n'y a jamais eu de match. La seule victoire, je le disais, c'était contre les Bulls, 118-107. De manière générale, de toute façon, là, on sent très bien que l'objectif n'est même plus d'aller chercher le play-in puisque les Raptors restent sur 2 victoires lors des 10 derniers matchs. Ils sont actuellement le 6e pire bilan de la ligue. Donc, on sait que le pic des Raptors est protégé top 6, celui qui appartient aux Spurs. Les Raptors vont être en concurrence avec les Grizzlies pour être ce 6e pire bilan, sauf s'ils descendent encore plus bas, mais ça a l'air d'être compliqué d'aller chercher les autres équipes. Les Grizzlies qui sont en 18-32, 36% de victoire, les Raptors qui sont en 34% de victoire. Donc déjà, pour commencer, dis-moi un peu, quel est un peu l'état d'esprit actuel des fans des Raptors de manière générale, le tien bien sûr, mais je pense qu'il est assez représentatif. Je pense qu'on a tiré un trait sur cette saison définitivement. Ouais, clairement, alors tirer un trait sur la saison d'un point de vue des victoires, ça c'est sûr. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est avec impatience, c'est la trade deadline qui a lieu jeudi soir, en moins de 48 heures maintenant, à l'heure où on enregistre cet épisode. Déjà parce qu'on a encore des joueurs qui n'ont clairement plus la tête à Toronto. Je pense à Bruce Brown, qui à mon avis n'a jamais eu. Je pense à Gary Trent Jr., qui est en fin de contrat et qui donc il faut absolument transférer avant jeudi pour ne pas le perdre contre rien. Je pense à Dennis Schroeder, voilà. Donc ce genre de joueurs-là devrait bouger d'ici jeudi. En tout cas, je l'espère. Donc déjà, ça c'est la première attente qu'on a. Et ensuite, ok, on aura du coup, après les transferts, l'équipe qui terminera la saison. On verra ce qu'on aura récupéré en échange. Est-ce qu'il y aura des pics? Est-ce qu'il y aura des contrats finissants? Est-ce qu'il y aura des jeunes à potentiel? Ça, on verra. Mais à partir du moment où on saura quelle équipe est là sur du moyen-long terme, quand je dis moyen terme, c'est la fin de la saison. Long terme, c'est pour la saison prochaine. Développer le groupe principal. Donc, je veux des ballons dans les mains de Scottie Barnes, je veux des ballons dans les mains de Quickley, je veux des ballons pour Grady Dick, je veux des systèmes pour Grady Dick qui doit travailler. Donc c'est surtout ça, en fait. Le côté, OK, on sait, on joue rien cette année, très bien. Si on peut avoir notre pic, c'est vraiment tout bénef, c'est l'alignement des planètes parfait, je dirais. Mais la priorité, c'est surtout de développer. Et là où on peut regretter des décisions, c'est alors je ne vais pas dire de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais peut-être que cette décision, il aurait peut-être fallu la prendre il y a un an à la dernière trade deadline, quand on avait Van Vliet en fin de contrat, quand on avait Gary Trent Jr. en fin de contrat, parce que je rappelle qu'il a pris une option cet été pour rester un an de plus. Est-ce qu'il aurait eu plus de valeur qu'il en aura là? Pour moi, j'en suis convaincu, mais bon, ça reste à prouver. Et puis surtout, on aurait eu gagné un an de tanking, entre guillemets.
Euh, Ça n'a pas été le cas, ça sert à rien de rester sur le passé. Donc maintenant, voilà, l'objectif est de perdre un maximum de matchs, comme tu l'as dit, de rester dans ce bottom six de la ligue et de laisser les Grizzlies devant nous. Si on peut, sur un malentendu, se rapprocher de Portland, je prends. Après, effectivement, en dessous, ça risque d'être très compliqué. Mais voilà, si l'alignement des planètes nous permet de conserver notre choix 6, ce sera tout bénef et on disposera donc de, si je ne m'abuse, 3 pics au premier tour et un pic en tout début de second, puisque c'est le pic de Détroit, donc il devrait être 31, quoi. Ce serait a priori le meilleur scénario pour cette fin de saison et qu'on puisse repartir l'année prochaine avec un groupe jeune, avec du potentiel à développer et qu'enfin on puisse donner à Darko Rajakovic, qui n'est pas exempt de tout reproche, on le dit, on le répète, un groupe qui va correspondre à ses forces, c'est-à-dire qu'on nous l'a vendu comme un coach de développement, il faut qu'on lui donne un groupe à développer. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, je te suis complètement sur la décision qui aurait dû être prise plus tôt. Peut-être pas à la dernière trade deadline parce qu'il voulait absolument donner une chance à cet effectif en recrutant Jakob Poeltl, mais peut-être à partir du moment où ils ont vu que Fred VanVleet ne restait pas, là, ils auraient pu se dire, on n'a pas vraiment de quoi le remplacer, et c'est à ce moment-là qu'ils auraient peut-être dû commencer à chercher, mais peut-être qu'ils l'ont fait quand même parce que il y a eu des rumeurs cet été comme quoi Siakam, il cherchait à le transférer. Alors après, peut-être qu'ils comptaient sur OG Anunoby. Euh, Ils ont eu la surprise Gary Trent Jr. parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il prenne son option. Mais oui, c'est clair qu'on peut se dire qu'ils auraient dû le faire plus tôt et donner une équipe à développer dès le début de cette saison à Darko Rajakovic. Ça aurait été tellement plus simple que de lui donner un entre-deux qui n'a malheureusement pas fonctionné et qui, comme tu l'as très bien dit, nous a fait perdre du temps. Après, je te suis également sur le développement. Moi, ce que j'ai envie de voir, en fait, tout simplement, c'est on s'en fout des résultats, mais en fait, perdre pour perdre en montrant rien du tout pour un peu se raccrocher à ce qu'on a vu cette semaine, les matchs contre les Pels et contre les Rockets, c'est pas ce que j'ai envie de voir sur la fin de saison. Je trouve que ça mène à rien. On a vraiment envie de voir du mieux et et perdre des matchs serrés comme face au Thunder. Je pense que c'est la meilleure des choses. Au moins, on se rend compte que cette équipe ne va pas nulle part. Et on se dit que pour l'année prochaine, on peut avoir des espoirs parce que je ne pense pas que les Raptors vont partir dans une reconstruction en mode on va essayer d'être compétitif de nouveau dans 3 ou 4 ans. Je pense que les joueurs qui ont été récupérés, et c'est significatif, hein, des jeunes joueurs de 23, 24 ans qui ont déjà quand même de l'expérience dans la ligue et qui ont une marge de progression à l'image de Quickly et de Barrett tout simplement. Et Scotty Barnes qui est sur une pente ascendante, on peut le dire maintenant, ils viennent d'annoncer qu'il a été choisi pour être remplaçant au All-Star Game. C'est contestable, oui et non. On peut ne pas être content. Je pense que des fans d'autres franchises ne seront pas contents. Mais en tout cas, c'est une belle récompense pour quand même un joueur qui a énormément progressé, mais sur qui on peut en parler. On a quand même envie encore d'en voir plus parce que il y a encore quand même des choses qui dérangent un petit peu à son sujet. Je sais pas ce que tu en penses, mais d'un côté, c'est encourageant parce qu'on voit qu'il a une grande marge de progression. On sait qu'il peut faire bien plus que ce qu'il fait actuellement. Complètement d'accord. Et j'ai été le premier surpris quand j'ai vu la sélection All-Star. Non pas qu'il ne le mérite pas, c'est peut-être un peu abusé comme terme, mais ce n'était pas le premier nom qui me venait en tête en me disant il y a une place à prendre parmi les remplaçants au All-Star Game. C'était pas Scotty Barnes qui me venait en tête. Maintenant, c'est lui, tant mieux pour lui. Ça va lui faire du bien aussi, je pense, mentalement dans cette saison particulière. On le répète, mais ce n'est que sa troisième saison dans la ligue. Il a dû gérer le départ de Van Vliet cet été, le départ de Siakam, le départ d'Odji, dont il était très proche. Même si les joueurs savent que c'est un business, il faut le vivre et l'appréhender et s'y faire. Donc, ça sera un petit peu pour lui son moment pas de gloire, mais son éclaircie dans cette saison qui, au final, est quand même décevante, collectivement parlant. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas été une saison facile dans le sens où il avait été propulsé clairement comme l'option numéro 1 sur les 10 premiers matchs,
Mais ensuite, Darko s'est quand même rendu compte que Pascal Siakam avait un certain niveau, donc il a fallu, dans un deuxième temps, qu'il réussisse à cohabiter avec lui. Siakam était beaucoup mis en avant et ensuite ils ont quand même réussi à trouver un petit rythme tous les deux. Et puis au final, ça commençait un peu à marcher, surtout offensivement, je trouve, avec Siakam qui commençait à mettre dedans de loin, Barnes qui trouvait bien ses marques, et puis au final, OG est trade, après Siakam est trade, maintenant il est vraiment l'option numéro une, mais il doit apprendre à jouer avec des nouveaux joueurs. On en attend beaucoup de son duo avec Emmanuel Quickly. Je trouve que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'alchimie entre les deux. J'ai l'impression que c'est un peu chacun leur tour et si on doit encore se rattraper à des matchs de la semaine, typiquement la fin de rencontre contre le Thunder. Après, on en parlait hors antenne. On peut voir le fait que Scotty n'ait pas beaucoup de ballons comme une volonté de tanker, peut-être, de ne pas donner la balle dans les mains du meilleur joueur. Mais d'un autre côté, il y avait Quickly qui était chaud et on n'a pas vraiment trouvé un équilibre entre servir Scotty et permettre à Quickly de continuer à être efficace. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Mais comme on vient de le dire, c'est tout nouveau. Et moi, j'ai quand même hâte d'être après la trade deadline pour qu'on ait vraiment une meilleure idée de l'effectif parce qu'on devrait, je l'espère, se séparer des joueurs qui ne sont pas dans le projet à l'avenir et avoir une bonne idée de à quoi pourrait ressembler l'équipe la saison prochaine, même si, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, on aura pas mal de pics. Est-ce qu'on peut encore créer la surprise? On se rappelle que les Raptors, je crois, ils étaient en septième position après Tampa Bay quand ils sont montés dans la draft et à la loterie ont eu le quatrième choix. Bon, cette année, je pense pas que ça va faire une très grande différence entre le 6 et le 4 ou même le numéro un, Sarr, qui a annoncé, c'est pas forcément un game changer, même si ce serait un poste très important pour nous. Si on pouvait récupérer un pivot et en plus français, moi je signerais tout de suite. Mais en tout cas, oui, on n'aura pas encore l'effectif au complet, mais on aura quand même une bonne idée d'une bonne base. Donc voilà. Pour revenir un peu sur quels sont pour toi les joueurs que tu estimes ne plus faire partie des plans à l'avenir. Quels sont les joueurs que les Raptors devraient se séparer avant la deadline? Alors, il y en a plusieurs et pour plusieurs raisons différentes. Pour moi, déjà, la priorité, c'est Gary Trent Jr. parce que son contrat se termine cet été et qu'il y a honnêtement très peu de chances que lui veuille prolonger ou que Toronto veuille le conserver. Sinon, je vois pas pourquoi ça n'aurait pas déjà été fait. Vu l'utilisation qu'on en fait et l'énergie qui est dégagée par ses performances qui, comme on l'a dit, sont plutôt bonnes, mais son utilisation pose beaucoup de questions et je pense que lui aurait aussi intérêt à changer d'air et à changer de dynamique. Donc, pour moi, il devrait, j'espère pour lui et pour nous qu'il ne terminera pas la saison chez nous. Ensuite, il y a d'autres joueurs qui, eux, vont avoir une vraie cote sur le marché pour des potentiels candidats en playoff. Je pense à Bruce Brown, je pense à Dennis Schroeder, des joueurs comme ça qui ont de l'expérience, qui sont bagués. Bruce Brown, c'est sûr. Schroeder, j'ai un doute, il est du titre des Lakers dans la bulle. Je ne crois pas. Ouais, donc voilà, mais pour ce genre de raison-là, je pense que ces joueurs-là vont avoir des candidats pour les récupérer d'ici jeudi soir. Et je vois pas pour quelle raison Toronto accepterait ferait le choix de les conserver. Je vois pas pourquoi une contrepartie, même moyenne, contre un Dennis Schroeder maintenant serait meilleure cet été. Je vois pas. Ouais, je suis assez d'accord. Les deux joueurs cités, c'est ceux qui vont revenir le plus, je pense. Gary, j'arrive pas à évaluer s'il y a un marché pour lui. C'est assez compliqué, comme tu l'as dit, sa valeur, elle a baissé quand même. Il tourne à 11 points par match cette saison. Alors même si le mois de janvier est bien mieux et c'est bien pour lui, parce qu'il shoot vraiment très bien, il a réalisé un mois de janvier exceptionnel dans l'adresse. C'est le meilleur joueur de la NBA, je crois, à 3 points sur l'adresse sur ce mois-là. Mais carrément, Bruce Brown, je pense que il a fait l'effort le premier match. On a tous été impressionnés. On s'est dit waouh, il vient pas là en touriste. Et je crois que derrière, comme il a remarqué qu'il avait énormément de questions sur ouais, est-ce que tu vas rester ici, je pense qu'il a vite compris que son avenir n'est pas à Toronto et c'est très très moyen sur la suite des matchs. Et en même temps, il fait des choses qui ne rentrent pas dans son rôle. Je ne sais pas si c'est Darko, comme on sait qu'il aime bien donner beaucoup de responsabilités à tous ses joueurs
qui pousse pour qu'il fasse ça, mais genre, c'est lui qui monte le ballon, qui joue les pick and roll, il prend des pull-ups, des fois c'est un peu bizarre, c'est pas du tout son rôle, lui c'est vraiment un role player ultime normalement, et je pense que on devrait avoir des offres, et ça m'étonnerait grandement qu'ils soient encore là. Normalement, on devrait récupérer des pics et peut-être un bon joueur d'avenir pour lui. Et, euh, et Schroeder aussi, je suis assez déçu parce que en soi, s'il acceptait le rôle, il pourrait rentrer dans le projet et d'être un peu le guide pour ces jeunes, puisque en début de saison, il était un peu, même jusqu'à présent, il était un peu le garant de Darko Rajakovic sur le terrain, de son style de jeu et tout ça. Mais je trouve que depuis un moment, j'ai l'impression qu'il fait vraiment en sorte de se montrer lui au détriment du collectif. Alors parfois il fait des bons matchs parce que c'est un excellent joueur, mais j'ai des cartons où il prend les tirs pour lui et il fait pas jouer les autres, et c'est pas du tout la philosophie de Darko, et c'est pas du tout ce qu'il faisait en début de saison. Donc je pense qu'il essaye de se montrer pour de toute façon, c'est dur pour lui parce que je pense il doit vraiment se sentir roulé en soi, parce que on lui avait promis une place de titulaire dans une équipe plus ou moins compétitive en début de saison. Au fil des matchs, on lui a dit bah non, finalement, tu es remplaçant. Et puis ensuite, il perd ses coéquipiers qui ont un bon niveau, et il se retrouve dans une équipe à tanker en sortie de banc. Je trouve que ce serait vraiment pas lui rendre les choses faciles de le conserver dans ces conditions-là, en fait. Je pense que ça a tellement de sens. Comme tu l'as dit, il va y avoir plein d'équipes qui vont être sur lui et qui auraient bien besoin d'un Dennis Schroeder en sortie de banc. Donc voilà, pour Gary, tu as bien résumé les choses. Je pense qu'il n'est pas utilisé à sa juste valeur dans cette équipe. Après, il n'a pas eu des bons passages non plus. Donc c'est toujours compliqué à qui la faute. Je pense que c'est un peu des deux côtés. Et le dernier nom que je voulais évoquer, quand même, on n'en a pas parlé, mais il est totalement sorti de la rotation. C'est peut-être maintenant le plus vieux joueur de l'effectif en dehors des vétérans qui ne jouent pas, mais lui non plus ne joue plus. Enfin, quoique Tadiang joue, mais lui non plus ne joue plus. C'est Chris Boucher. Est-ce que tu vois Chris Ouais. Boucher partir? J'espère que non, parce que j'adore ce joueur. Et voilà, après, sportivement, c'est sûr que il serait peut-être bénéfique pour lui ou pour nous qu'il change d'air aussi. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre. Autant que tu vois que des joueurs comme Bruce Brown, tout ça, soient un peu la tête ailleurs. J'ai du mal à comprendre pourquoi Chris Boucher est vraiment sorti de la rotation. Mm. Je pense que ses performances ne le justifiaient pas. Ouais, totalement d'accord. Euh, il a toujours apporté ce plus en termes d'énergie. L'adresse était peut-être pas constante, je dis pas le contraire. Certains choix étaient pas toujours très bons, je dis pas le contraire là-dessus, bien sûr. Je dis pas que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Je dis juste que c'est un joueur qui fait partie aujourd'hui, maintenant que tout le monde est parti. Ben, l'identité Raptors, c'est Chris Boucher, quoi. Mm. Alors la phrase, faut la dire, ça pique un peu hein, de dire cette phrase-là, mais maintenant que tout le monde est parti, si t'enlèves Chris Boucher, ben Scottie Barnes, il connaît plus personne, quoi. Le joueur avec qui il a joué le plus longtemps, c'est Gary Trent Jr. Donc, qui va lui aussi peut-être partir. Donc là, on serait vraiment sur une grosse refonte de l'effectif. Maintenant, si effectivement il y a une volonté du côté de Toronto de peut-être transférer Chris Boucher, à mon avis, il va y avoir des offres, hein. Ça, c'est pareil, hein. Si tu parles d'un joueur qui peut intéresser des équipes de playoffs pour apporter de l'énergie en sortie de banc, ça peut intéresser du monde. Ouais, on avait entendu les rumeurs comme quoi Boston était intéressé, et ça serait plutôt pas mal pour lui. Il irait rejoindre les Canadiens au chez Brissett Et Delano Banton. et Dalano Banton, ouais. Donc on va suivre ça. C'est vrai que moi, ce qui me fait dire qu'il est possible qu'il parte, c'est que j'ai mon collègue de Choc FM qui devait avoir Chris Boucher avant qu'il parte en road trip. Et en fait, le jour de l'entraînement, ils lui ont dit qu'il était malade. Non, ouais, c'est ça. Le jour d'entraînement, ils ont dit qu'il était malade. Le soir même, il était dans une soirée pour Subway avec Scotty Barnes en train d'envoyer des boules de bowling, et il avait pas l'air malade du tout. Et le lendemain, il était même pas sur l'injury report. Donc, il y a eu un truc qu'ils essayent de pas l'envoyer aux médias à une semaine et demie, 2 semaines de la deadline. C'est que, à mon avis, bah, le truc, c'est que quand l'émission de mon collègue allait sortir, il serait plus aux Raptors, donc ils n'ont pas voulu
Ils n'ont pas voulu que ça tombe comme ça, à mon avis. On va voir, hein. Peut-être Ça se tient peut-être que complètement, hein, c'est clair. On sait bien de toute façon qu'il faut aussi dans ces situations-là savoir un peu lire entre les lignes, relever les signes et bien les interpréter. Et c'est vrai que, mais de toute façon, comme on l'a dit, il va y avoir des prétendants. Et effectivement, un joueur comme Chris Boucher qui touche, je crois, 19 millions. ouais, il est à 11 millions par saison. C'était 22, je crois, son contrat sur deux. Voilà, c'était 22 sur 2 ans. Donc voilà, ça va forcément faire réfléchir, surtout vu l'état les objectifs de Toronto cette saison et la saison prochaine. C'est sûr que Chris Boucher fait partie de ces joueurs qui ne correspondent pas à la timeline Scotty Barnes, Emmanuel Quickley et Archie Barrett, hein, et Ouais, Grady Dick. complètement. Donc, on va voir. On a fait le tour de ces joueurs susceptibles de partir. Il y a toujours les vétérans qui représentent une monnaie d'échange aussi. On va voir ce qui va en être de Garrett Temple, de Thaddeus Young, qui, mine de rien, s'est refait une petite valeur grâce à ses performances dernièrement. Donc, on va suivre ça. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On ne va pas revenir plus en détail sur les matchs, mais on a bien résumé les choses des Raptors qui, pour l'instant, ont été dans le flou total depuis les transferts, avec des joueurs qui sont plus forcément dans les plans, qui essayent de se montrer, mais plus individuellement. Malgré tout, je voulais quand même noter, finissons sur une note positive, et parlons vite fait qu'est-ce que tu penses jusque-là des prestations de RJ Barrett et de Emmanuel Quickley? Pourquoi pas Jordan Nwora aussi, si tu as un peu vu ses prestations. Mais qu'est-ce que tu penses un peu de manière générale sur leur début avec les Raptors? On voit que pour certains, changer d'air, ça leur fait du bien. Je pense notamment à R.J. Barrett, qui était vendu comme un joueur qui avait atteint un espèce de palier à New York. Ça semble lui faire beaucoup de bien d'être à Toronto, enfin de jouer sous le maillot des Raptors. Il est loin d'être un mauvais défenseur. Il fait des efforts. C'est pas un lockdown, c'est pas OG Anunoby, je suis d'accord. C'est pas Kawhi Leonard. Là-dessus, on est d'accord. Mais il fait des efforts plus que ce à quoi je m'attendais. Emmanuel Quickly, c'est juste, ça va devenir un des chouchous très très vite. S'il a de la régularité et s'il se développe bien, il a vraiment toutes les cartes en main. Jordan Nwora, ça demande à confirmer. C'est encore trop épisodique à mon sens. Mais c'est plutôt de bons signes et c'est vrai que si on peut avoir d'autres jeunes à potentiel comme ça euh, en contrepartie de nos entre guillemets vétérans qui peuvent encore rendre bien des services à des équipes de playoff, ça nous permettra d'avoir un groupe jeune avec du potentiel parmi lesquels on pourra voir, OK, on construit autour de ce groupe-là et d'avoir des assets pour plus tard. Ouais, totalement. Bah, pour conclure, moi aussi, j'ai fait des tweets sur quelqu'un qui m'avait posé la question sur Twitter sur ce que je pensais de Barrett et de Quickly. Donc, pour plus de détails, je vous invite à aller voir. Mais oui, RJ Barrett, je suis agréablement surpris. Je le trouve vraiment sensationnel en pénétration. Je ne sais pas si j'ai. Après, j'ai pas suivi les Raptors de super près. Je me rappelle pas de ce que ça donnait des Rosanne dans ses premières années avant que ça devienne un super joueur de mi-distance. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un joueur aussi fort en pénétration que RJ Barrett. Peut-être quasiment depuis Vince Carter, hein. Il est vraiment impressionnant. Je trouve que. Et en plus, en n'ayant qu'une main gauche, parce que à chaque fois, tu sais qu'il va partir à gauche, mais il trouve toujours des angles pour éviter les défenseurs. Et puis, il dégage une puissance dans ses drives qui est vraiment impressionnante. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est que je trouve qu'il progresse vachement dans le playmaking. On nous avait vendu un joueur qui n'avait pas forcément un bon QI, qui prenait pas forcément les bonnes décisions. Et j'ai l'impression que Darko, en lui coupant vraiment tout ce qui est mid-range, pull-up, il prend plus de mid-range, il prend plus de pull-up. C'est t'as le ballon, tu fonces, tu vas au cercle. Si c'est fermé, tu fais la passe. Et vu que la plupart du temps, quand il drive, il attire plusieurs défenseurs, je trouve qu'il a vraiment progressé dans ses lectures de jeu. Le peu de temps qu'il a été à Toronto, après, j'ai pas vu ce qu'il faisait à New York, mais c'est selon ce qu'il se disait. Donc ça, je suis vraiment content. Défensivement, tu as dit, il se bat, c'est cool. Ça sera jamais un défenseur élite, c'est sûr. C'est pour ça que l'un quand même, de mes soucis avec cet effectif actuel, même s'ils m'ont fait mentir contre Oklahoma City, je trouve qu'il manque quand même un gros défenseur extérieur
pour avoir un premier rideau plus solide et pour permettre à Scotty d'être ce roamer là en seconde lame où il excelle vraiment. Que Scotty ait à défendre sur le meilleur attaquant de l'équipe adverse, surtout quand c'est un extérieur chaque soir, je trouve que c'est compliqué. Surtout que je trouve pas que Scotty soit élite non plus dans sa défense en 1 contre 1. Il a des capacités, mais c'est pas le secteur où je le préfère. Ensuite, Quickly, je trouve que c'est dur défensivement, hein. On voit son intelligence quand il défend pas sur le porteur de balle, mais sur le porteur de balle, c'est compliqué. Et comme je le disais dans le tweet, l'idéal, ça serait de pouvoir le cacher. Mais le problème, c'est que quand il est dans un back court avec Gary ou quand il est avec même Schroeder qui ne peut prendre que des joueurs avec un gabarit pas trop grand, pas trop gros, je trouve que c'est compliqué. Moi, j'aimerais bien si possible, récupérer un poste 2 ou un poste 3. Un poste 3 quitte à décaler Barrett en poste 2, et là, on aura quand même un poste 2 physique, ça sera bien. Mais un poste 2 ou un poste 3 défensif. 3D classique, quoi. Le parfait exemple serait Herb Jones, qui nous a fait une superbe démonstration hier, avec ses tirs à 3 points et sa grosse défense. Mais un profil comme ça. Alors, est-ce que ça sera dans les trades? Je suis pas sûr. J'arrive pas à voir les jeunes joueurs disponibles sur ces postes-là. Mais peut-être à la draft, avec des Français qui ont ce profil-là dans le top 6, à voir. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais qu'on rééquilibre un peu l'effectif avec des joueurs capables de défendre. Finalement, la défense intérieure, malgré l'eau que les Raptors ont pris hier contre les Pelicans, je les ai trouvés quand même plutôt intéressants par séquence. Paul Tull, je trouve, depuis sa blessure, il revient bien, à part son premier match où il n'était pas du tout dans le rythme. Mais là, depuis 2 matchs, je le trouve vraiment intéressant. Mais après, on sait aussi, on en a tellement parlé souvent, que l'idéal, malgré tout, pour que Scotty donne sa pleine mesure, ça serait vraiment de trouver un 5 qui peut stretch. Parce qu'on voit malgré tout que Paul Tull garde son défenseur dans la raquette et ça ferme beaucoup de choses pour Scotty. Et si on avait, moi qui regarde beaucoup les Pacers maintenant, si on avait pu récupérer un Jalen Smith par exemple dans le trade, ça aurait été juste exceptionnel. Mais va falloir trouver un profil comme ça. Mais il n'y en a pas énormément dans la ligue, hein, des 3D sur le poste de pivot. Souvent, les pivots qui sont capables de s'écarter ne sont pas forcément des très très bons défenseurs. Je pense à Nasrid, je pense à Miles Turner. Moi, je trouve pas que c'est un bon défenseur. Mais ouais, les Brook Lopez, ça court pas les rues, hein, de toute façon. Mais ouais, voilà un peu ce que je pense sur les profils à trouver. Un défenseur et un stretch five, ça serait parfait à trouver sur soit la trade deadline, soit sur la prochaine draft. Et comme tu as dit, on a plein de picks. Donc autant prendre pas mal de monde et puis voir ce qu'on peut en faire. Je pense que ça. Ouais. Après, faut aussi pas oublier qu'on va repartir avec un groupe jeune. RJ Barrett n'a que 23 ans, par exemple. Ouais. Grady Dick, c'est que sa première année. Alors, je dis pas qu'ils vont devenir des monstres défensifs, c'est pas ce que je dis, mais eux aussi vont progresser. Et Bah ouais. du coup, ce besoin qui est le nôtre aujourd'hui sera peut-être moindre dans 2 ans. Et donc, tu auras peut-être moins besoin d'un gros défenseur au poste de pivot parce que bah, tu auras réussi à développer une défense collective sur les 4 autres postes qui fait que ça tient le coup quand même, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, il faut trouver quelqu'un pour soulager un peu Scotty Barnes de ses responsabilités défensives et il faut trouver un moyen de libérer plus la raquette, quoi. Et encore, là, il y a plus de Pascal Siakam, hein. Mais c'est pareil aussi, hein. Mais quand on a fini avec cette période de Scotty Barnes, Pascal Siakam, Jakob Poeltl en même temps sur le terrain, mais c'était vraiment l'embouteillage, quoi. C'était le périph' à 17 heures dans la raquette adverse. Totalement, totalement. Ouais, je suis d'accord avec toi sur la progression. Et le seul doute que j'ai sur la défense collective, pour l'instant, ce qui me rassure pas, c'est Darko Rajakovic. Ouais, Et ça, je suis d'accord. Ça passera aussi sans doute par un changement de coach. Ça aussi, je suis d'accord. C'est sûr. soit de coach, ou soit j'en parlais avec quelqu'un qui m'a dit une chose très intéressante sur Twitter. Il n'était pas fan de Pat Delaney en tant que coordinateur défensif. Enfin, c'est pas un truc sur lequel je m'étais vachement attardé, mais il me disait il espérait même que Darko change d'assistant, mais ça c'est rare quand même. Peut-être il peut y avoir une arrivée, mais que le coach se sépare d'un assistant pour en prendre un autre. Je sais pas si on a déjà vu ça. Je sais pas, après, est-ce que seulement changer d'assistant ferait la différence?
Je sais pas. Ah, je ne sais pas à quel point les assistants ont de l'influence sur les choix du head coach. Ça, c'est une bonne question. Après, ça peut aussi venir d'un grand, sans être un gros défenseur, un gros rim protecteur dans le terme physique, ça peut venir aussi d'un mec avec un gros QI basket, tu vois. Je pense à la venue d'un Marc Gasol, qui physiquement, alors je dis pas qu'il faut trouver le futur Marc Gasol, hein. Je dis juste que Marc Gasol, physiquement, jamais personne n'aurait mis Non. un copec sur le fait qu'il puisse aider à bloquer Joel Embiid. Et pourtant, bah oui, mais tu as un mec qui lit tout avec 3 coups d'avance, donc ça aide, si tu veux. Donc ça peut aussi venir là-dessus, au-delà des capacités physiques, c'est des capacités mentales, de lecture du jeu et de détermination et d'osmose aussi avec les coéquipiers, quoi. Ouais, là-dessus, je suis totalement d'accord parce que c'est vrai qu'il le soulignait la dernière fois dans le Raptor Show. Les Raptors n'ont plus de joueurs intelligents qui provoquent des passages en force. Le leader des passages en force provoqués, c'est Grady Dick avec 4. Ouais, il est courageux. C'est terrible. Mm. Surtout que les 4, il a dû les provoquer il n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce que j'ai en tête au moins 2 ou 3 passages en force qu'il a Bah, parce qu'en provoqués plus, il jouait pas dernièrement. beaucoup jusqu'à dernièrement. Ouais, donc comme tu le dis, un pivot qui stretch, pas forcément rim protecteur élite, puisqu'on aura de toute façon Scotty Barnes qui peut faire ce rôle de roamer, mais un gars intelligent qui va vraiment boucher les trous avec son placement. Ça peut être vraiment très intéressant. Après, Ouais, et puis de temps en temps, dans les rotations, tu as un Scotty Barnes qui passe un peu plus en 3 et un Chris Boucher en 4, parce que je rappelle que lui aussi, un Chris Boucher, tu peux pas le laisser ouvert dans les corners la plupart du temps. Donc c'est intéressant, ça peut être pas mal, un pivot un petit peu moins effectivement rim protecteur, avec un Chris Boucher à côté, lui qui lui par contre est clairement rim protecteur. affaire à suivre, c'est parfait. Merci à toi, Alex. Merci à tous de nous avoir suivis. On va se laisser là-dessus. On va se donner rendez-vous après la trade deadline pour notre grand format. Cette fois, c'est promis, il arrivera. On va commencer à le préparer puisque la trade deadline, c'est dans 2 jours. Donc là, va falloir s'y mettre. Merci à toi, Alex, encore. Merci de l'invitation, bonne soirée à tous. Et oui, bonne soirée au moment où on enregistre et bonne journée à ceux qui l'écouteront un petit peu plus tard. Et comme on dit toujours qu'on se quitte, let's go Raptors! Lowry for three. Bang!